Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous présenter ici ceux qui hissent très haut les couleurs de notre bassin grenoblois, chacun sur les terrains les plus glissants. Et d'ailleurs pour lui ça roule, dernier vainqueur de l'histoire du trophée Andros qui rentre définitivement au paddock. Le marchand de sable est passé, le Dakar est terminé et on peut être deuxième et marquer peut-être davantage l'histoire de la course. Et le cerveau toujours à rude épreuve, ces athlètes de haut niveau s'expriment silencieusement sur leur grand échiquier grenoblois. Et ils ne sont pas fous, le roi et la reine sont avec nous. Non, il paraît que je suis la reine du calembour maintenant, vous allez voir. C'est un peu cavalier. Frédéric Chaumet, bienvenue. Bienvenue, merci Lucille pour cette introduction. C'est ça, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Vous êtes le président de l'échiquier grenoblois. Cléa, bienvenue. Cléo, je vais y arriver. Non, je vous ai dit, on avait une stagiaire ici qui s'appelait Cléa. Du coup, la confusion était assez facile. Vous êtes peut-être une future championne, on n'en sait rien. Pour l'instant, vous êtes une passionnée depuis quelques années. C'est ça. Et vous allez tout nous dire sur votre passion et comment vous l'exercez dans ce club. Alexandre, bienvenue. Merci. Le plus beau trophée de l'histoire du Dakar ou pas? Il est deuxième. Le plus beau, je dirais pas ça, mais le plus dur et le plus récent. Et le plus récent, surtout, on va dire le plus récent. Alexandre Giroux, merci beaucoup d'être avec nous, deuxième du Dakar après l'avoir remporté déjà 2 fois au volant de votre quad. Merci encore d'être là. Et puis, vous êtes sur la plus haute marche. Vous avez réalisé le triplé. Vous bouclez la boucle du palmarès du trophée Andros. Aurélien Panis, bienvenue. Merci. Et merci beaucoup d'être avec nous. Très heureux. Tout va bien? Tout va bien. Ça fait bizarre, hein? C'est bizarre de se dire ça, de se dire que ça y est, c'est terminé. Ouais. Terminé. Toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Mais oui, c'est un peu étrange après cette finale de ce week-end dernier. On la regarde. Regardez ces images. C'était un petit peu comme un signe. Elle s'est déroulée dans la boue. J'imagine que ça a dû être des conditions assez particulières. Non, effectivement, en particulier, malheureusement pour la finale, c'était pas les plus belles conditions. Il n'y avait pas de neige, pas de glace, mais elle a pu avoir lieu. Ça a roulé et bon, plutôt bien parce que on a pu remporter ce titre, donc ça restera un bon souvenir. Oui, alors j'imagine que pour certains, la neige et la glace, c'est vraiment une technique très particulière. C'est même un point fort, un atout par rapport à d'autres. Là, vous étiez tous pareils finalement, parce que vous étiez tous dans la boue. Effectivement, tous pareils, dans des conditions qu'on n'a pas trop l'habitude sur le trophée Andros, parce que c'était vraiment 100% bitume, mais il a fallu s'adapter. C'était pour tout le monde pareil et ça nous a plutôt bien réussi, donc c'était cool. Exactement, vous n'avez pas remporté l'épreuve, vous avez terminé deuxième de cette étape, c'est Boccolacci qui l'a terminé. Vous remportez surtout le général. Alors cette édition, on peut rappeler, c'est une course, il y a 5 étapes. Val Thorens, Andorre, Isola 2000, Lens en Vercors bien sûr. Alors à Lens, il y avait beaucoup de neige. Oui, on a eu de la chance à Lens en Vercors, comme à peu près toutes les années, je dirais. Il a neigé le jeudi soir pour la course du vendredi soir, donc non, les conditions étaient superbes. Voilà, à Val Thorens aussi, à Andorre aussi. Vous l'avez commencé fort quand même cette édition. C'était le principal de bien la commencer? Oui, c'est toujours important sur le trophée Andros, c'est vraiment 5 épreuves, il faut être le plus régulier possible et c'est vrai qu'on a mené du début jusqu'à la fin, donc c'était vraiment une belle dernière édition pour nous. Oui, en profitant parce qu'on sait que c'est la dernière, est-ce qu'on la vit encore plus intensément? Non, c'est clair, on l'a dans le coin de notre tête, on a à cœur de la gagner aussi parce que forcément c'est la dernière et on a envie d'inscrire notre nom à cette dernière édition, mais c'est vrai qu'on a, je vais dire, encore plus profiter que d'habitude parce qu'à chaque fois on comptait les courses, il reste 2 courses, une course et voilà, c'est vraiment le trophée Andros, ça fait 35 ans que ça existe et moi j'ai la chance d'y participer depuis de nombreuses années, c'est vraiment
voilà, une catégorie que j'adore, donc on en a profité jusqu'au bout. Oui, mais c'est pas facile, parce que là, on dit on en profite. Non, c'est compliqué quand même. Il faut une préparation très spécifique, en fait, pour ce type de rallye. C'est compliqué parce que ça ressemble à rien d'autre en sport automobile. C'est vraiment la course sur glace, c'est unique. En termes de pilotage, c'est quelque chose d'à part. On réapprend tout quand on arrive en décembre sur la première course de Val Thorens. Et c'est vraiment une capacité d'adaptation. Il faut savoir s'adapter au Trophée Andros. Parce que comme on l'a vu, on peut avoir des pistes 100% glace, des pistes 100% goudron. Donc à chaque fois, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Oui, alors en plus, le matériel est toujours le même. Vous pilotez sur une voiture allemande, on peut la dire, sur Audi ici. Vous êtes isérois et ça se voit aussi. Et vous êtes heureux d'aller à Lens-en-Vercors aussi, puisque c'est écrit dessus. Mais alors, je crois que vous avez des pneus avec des clous, hein. Oui, exactement. Et ça sert vraiment? Ça sert énormément. Honnêtement, grâce à ces clous, on a beaucoup de grippe sur la glace, sinon ça serait presque inconduisible. Donc on a plus de 250 clous par pneu, il me semble. Donc ça fait quand même, ça fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une grosse stratégie autour de ces pneus pour essayer de les conserver et de les mettre dans les meilleures conditions, avec les pressions de pneus et toutes ces choses-là, les réglages de la voiture pour avoir le maximum de grippe et aller le plus rapidement possible sur un tour. Ça change un peu parce qu'on sait que vous êtes aussi pilote, vous faites de l'endurance, vous venez de la monoplace aussi, vous avez commencé, vous étiez dans l'antichambre de la Formule 1 aussi quand vous étiez plus jeune, et ce type de pilotage est complètement différent. Complètement différent, ça n'a rien à voir. En fait, c'est l'opposé. Donc, quand on arrive au Trophée Andros, on fait un reset dans le cerveau, on oublie tout ce qu'on connaît et on reprend à zéro. Donc, c'est ça aussi qui est sympa. Ça permet de voir autre chose tout en restant dans le sport automobile. Et c'est voilà, deux choses différentes. Le circuit et la glace, c'est deux choses totalement opposées. Oui, c'est marrant parce que le pilote du Vercors, il est là, ici, à côté de vous. Lui, sa spécialité, c'est le sable. Donc, alors, Alexandre? La glace, j'ai pratiqué quelques années. J'ai fait une pige il y a 2 ans sur l'Andros. C'est vrai, comme dit Aurélien, c'est très particulier. J'ai fait le championnat de France sur glace, donc je connais un petit peu. Et c'est vrai que, tout à fait comme il dit, c'est une discipline bien à part et il faut oublier tout ce qu'on sait en amont. On ne peut pas se dire ça aide de savoir piloter sur du sable, sur les dunes, d'aller pour la neige ou la glace. Non, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Bon, par contre, la préparation, elle est quand même compliquée. On revient vers vous dans un petit instant. Non, puis c'est vrai que pour tous ceux qui ont connu l'Andros, je dis pilote du Vercors parce que vous habitez du côté d'Angers, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et, je suis isérois, ça s'entend. Pourquoi ça s'entend? Alors, on y retourne à Lens. Justement, vous l'avez toujours connue, cette course. Regardez, ça, c'est des images de 2007. Et c'est quand même très people aussi, cette course. C'est que non seulement, il y avait beaucoup de vie, il faisait très, très froid. Ça, c'est votre copain. Vous êtes copain avec Olivier Pernaut, fils de Jean-Pierre, qui est là? Oui, on a été dans la même équipe cette année pour une manche. Il a été avec moi chez Saint-Éloque Racing. Donc, on se connaît bien. Ouais, il y avait ce côté prestige sur ce trophée Andros? Non, clairement, c'est vrai que le Trophée Andros, il a vu passer de nombreuses personnalités. Là, on voit Jean-Pierre Pernaut, il y a eu Alain Prost, il y en a eu énormément. Il est là. Voilà, quand on en parle. C'est vous qui avez monté ces images. Mais effectivement, ça faisait partie aussi du jeu et c'était vraiment sympa de pouvoir côtoyer toutes ces grandes stars et célébrités. Oui, Olivier Panis, ça c'est votre papa. Ça me dit quelque chose. C'était il y a quelques années. Peut-être que vous courez un peu plus jeune là si vous étiez ado. Là j'y étais, mais j'étais en bord de piste dans la neige en train de regarder les voitures. Ouais, la course. Vicente Lizarazu aussi. Donc des pilotes et puis des non-pilotes en fait. C'est ça, c'était vraiment une course qui était très ouverte à tous finalement. Certains qui étaient là aussi pour faire venir du monde et pour donner un petit peu d'aura à cette course-là. Ça va vous manquer? Bien sûr que ça va me manquer. C'est vrai qu'il n'y a que au Trophée Andros qu'on pouvait côtoyer des personnes comme ça. On voit Lizarazu, c'est vrai que c'est des grandes stars du sport et d'autres disciplines. Donc c'est vrai que c'était sympa d'avoir ce mélange sur une compétition automobile. Ça le permettait, le Trophée Andros. Et c'est quelque chose qui va manquer parce que ça n'existe pratiquement pas dans les autres catégories du sport automobile. Là, on a vu que des garçons, il y avait des filles aussi. Margot Lafitte, bien sûr, également. Élodie Gossuin, qui était effectivement, une habituée. Il y avait une compétition 100% féminine, les Ice Girls à l'époque. Et
c'était sympa. Tout à fait. Et sur cette compétition devenue 100% électrique, sauf que vous aviez été le premier à vous mettre au volant d'une voiture électrique face à toutes les autres voitures thermiques et vous l'avez remporté. Ce trophée Andros, un peu avant-gardiste, c'était important pour vous ça ? Oui, exactement. Moi, j'ai jamais conduit de voiture thermique sur le trophée Andros. Je suis arrivé vraiment dans la catégorie pro. La première année des électriques, il y avait 3 voitures électriques contre une dizaine de voitures thermiques. Et c'est vrai que j'avais eu la chance de remporter la première course à Val Thorens. Donc non, c'était cool d'être au début de ces voitures électriques. Et ça change tout, je crois. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Quand on en discute avec ceux qui ont connu les deux, ça change quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de couple. Il n'y a plus de boîte de vitesse, donc pas de vitesse à changer, plus d'embrayage. Donc c'est un peu différent, mais ça reste très performant. Et c'est vrai qu'au fil des courses, on était de plus en plus performant et qu'aujourd'hui, ça va quand même plus vite que les voitures thermiques de l'époque. Ça n'a pas suffi à sauver ce trophée. Il était devenu 100% électrique, un trophée Andros. Pourquoi se baisser de rideau ? Pourquoi, honnêtement, je ne saurais pas forcément vous répondre. Il y a le défi du réchauffement climatique qui était de plus en plus difficile à affronter, je pense que ça fait partie des raisons. Quand on voit la dernière course de Superbest où il n'y avait pas un centimètre de neige, c'est vrai que c'est triste et c'est une réalité, ça devient plus compliqué. Après, est-ce que c'est l'unique raison ou pas, je ne sais pas. Et j'en sais rien, il faudrait demander aux promoteurs et à Andros, mais en tout cas, grâce à eux, on a pu vivre ces 35 années. C'était vraiment quelque chose de magnifique. J'ai eu la chance d'y participer grâce à Andros et Max Mamers, le propriétaire. Donc voilà, on va retenir que les bons moments. Et malheureusement, voilà, comme je l'ai dit en début d'émission, toutes les bonnes choses ont une fin, mais on va retenir que le positif de tout ça. Ou une suite, on verra, peut-être. Pourquoi pas ? J'espère que ce n'est pas la fin des courses sur glace en France et qu'un nouveau championnat verra le jour dès l'année prochaine, pourquoi pas. Mais je l'espère vraiment. Mais en tout cas, le trophée Andros, ça restera une compétition unique en France. Et en 35 ans, c'est vraiment... Voilà, tout le monde dans la région, en tout cas, connaît le trophée Andros. Ça va manquer, c'est sûr. Avec des pilotes locaux aussi, Bertrand Ballas, qui a fait les beaux jours de ce rallye. Comment se présente la suite pour vous, le programme sur des voitures on va revenir à un rallye plus classique. Voilà, moi le reste de la saison, je cours en circuit. Donc pour moi, ça sera le championnat d'Europe de GT3. Comme l'année dernière, avec qui j'ai participé avec Audi. Donc là, je suis dans les dernières négociations, mais je vais repartir dans le même championnat, donc championnat d'Europe de GT3, autour de l'Europe. Elles sont thermiques, ces voitures. Elles sont thermiques. Parce que comment vous le voyez, l'avenir des courses automobiles ? C'est compliqué à dire. Il y a de plus en plus de catégories 100% électriques qui existent. Il y a la Formule E, qui est un peu le parallèle, on va dire grossièrement, de la Formule 1 en 100% électrique. L'avenir sur le long terme, je serais incapable d'y répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de constructeurs qui essayent de développer l'hydrogène pour le sport automobile. Ce n'est pas encore d'actualité. Est-ce que ça sera l'avenir ? Peut-être, mais en tout cas, on verra. Pour le moment, ça reste principalement thermique avec quelques courses 100% électriques, mais plus tard, je ne sais pas. En tout cas, ils sont nombreux passionnés de sport automobile ici encore en France, avec des jolis porte-drapeaux d'ailleurs. Donc toujours fan aussi, pilote, mais fan aussi. Oui, bien sûr. Depuis que je suis né, je suis fan de sport automobile et je regarde forcément toutes les compétitions. J'ai suivi le Dakar de près, en plus que il y avait Alex que je connais bien. Donc non, tout ce qui est compétition automobile, j'adore et je continuerai de le suivre de près, bien sûr. Oui, c'est sûr qu'avec un papa qui a remporté le Grand Prix de Monaco, forcément, on est un petit peu éduqué, élevé au son de ces bolides. C'est pas une nécessité, hein. On peut très bien être pilote automobile sans avoir de lien familial. Alexandre, on sait que vous aussi, votre papa Daniel... J'allais dire, je ne suis pas le meilleur exemple du coup. On est un peu... Mais voilà, en l'occurrence, on a 2 exemples ici. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Donc, on peut aussi continuer. Et elle a de l'avenir, alors, cette voiture. J'espère bien. Eh bien, on espère. L'avenir proche avec la voiture, il est juste à côté de vous. On y va tout de suite avec Alexandre, champion.
Et oui, car Alexandre Espéré, le triplé, le coup du chapeau, le hat-trick, comme on dit, c'est presque ça. C'est première place, deuxième place. C'est les 3 dernières éditions du Dakar. Vous les avez vécues d'une manière très différente, toutes les 3, celle-ci, avec un peu de tristesse au bout ou pas? Oui, bah déjà un Dakar, je pense que chaque Dakar est différent. Déjà, c'est tellement long, c'est tellement de kilomètres, c'est tellement d'aventures qu'on a toujours... on le vit différemment. C'est vrai que les 2 derniers se passaient avec des victoires au bout, donc c'était plutôt exceptionnel, surtout avec beaucoup d'avance. Et après, beaucoup de galères aussi sur les éditions précédentes. Vous avez aussi montré que c'était très difficile de terminer cette course déjà et aussi de la gagner. Exactement, donc c'est ce que je dis, peut-être pour me consoler un peu, mais me dire que ça prouve que mes 2 premières victoires, je ne les avais pas volées en tout cas, puisqu'on me bat cette année. Maintenant, ça s'est joué à pas grand-chose, ça a été une sacrée bagarre et on a passé quand même un sacré moment. Ouais, c'est un Argentin qui vous a battu cette année, mais vous n'avez absolument pas démérité. 6 victoires d'étape, forcément c'est un record hein, d'ailleurs. Sur ce Dakar-là, en tout cas, c'est un record. Ouais, je suis celui qui a gagné le plus d'étapes. Mais beaucoup de retard, c'est ça, à un moment donné, que vous n'avez pas pu rattraper malgré tous ces succès. Le premier jour, on a eu un petit souci, notamment maintenant, le roadbook, c'est ce qui nous sert à nous diriger dans le désert. Maintenant, il est électronique et c'est une tablette, en gros, hein, c'est comme un smartphone. Et elle est tombée en panne. J'ai pris du retard par rapport à ça, et puis derrière, j'ai voulu rattraper mon retard et j'ai eu quelques soucis mécaniques, on va dire. Et je suis parti dès la fin du premier jour avec 35 minutes de retard. Donc et par la suite, ça fait un handicap à rattraper. Et finir, voilà, deuxième à 8 minutes, le calcul est fait. Après, on ne va pas refaire le Dakar. Non, vous aviez plus gros drapeau en tout cas sur le podium. Ouais, c'était le souhait, montrer qu'on était quand même là. C'est ça. C'était, et c'est toujours en janvier, en Arabie Saoudite. Ça s'appelle toujours le Dakar. Vous sembliez donc ici très heureux et très fier quand même sur ce podium. Hein. Oui, je pense qu'on peut être fier quand même. Il n'y a pas beaucoup de pilotes qui arrivent. Déjà, il faut le finir le Dakar, donc c'est pas évident. Et qui arrivent à monter sur le podium. Pardon, le total de kilomètres? Total de kilomètres cette année, on doit avoisiner les 9000 kilomètres. C'est lunaire, enfin c'est fou, mais... Donc oui, ça fait la plus grosse étape. J'ai fait 13 heures sur le quad, assis sur le quad. C'est 800 km, hein, c'est ça? Oui, 873, que vous avez remporté. Voilà, que j'ai gagné, voilà, les 873 km. C'est vrai que c'est un peu aussi ma force. En général, plus c'est long et plus sur la longueur, j'arrive à être un concurrent important. Donc les grandes étapes, je les aime bien. Alors c'est long, mais pas seulement. C'est vrai que c'est compliqué, c'est très très technique. C'est technique, c'est stratégique. Puisqu'à un moment, voilà, la preuve, elle est là aujourd'hui, c'est qu'on peut gagner le plus de spécial et pas forcément gagner le Dakar. J'étais dès le premier jour face au mur où il a fallu que je récupère un peu mon temps, donc j'ai mis beaucoup d'engagement. Mais des risques aussi, il faut en prendre beaucoup. Il faut en prendre un minimum et un maximum à la fois, c'est ce qui est compliqué parce que nous, quand on part, on ne connaît pas, contrairement par exemple à un circuit, on sait que le virage va tourner à gauche et qu'il est fait comme ça. On découvre au fur et à mesure la piste et on va dire qu'on découvre aussi les pièges de la piste et c'est vrai qu'il faut donc rouler le plus vite possible mais avec une certaine mesure pour pas éviter l'accident. Alors on va parler un peu bêtement, mais c'est quoi les pièges de la piste par exemple? Pièges de la piste principalement, ça va être les cailloux, les trous. Les rochers. Les rochers, voilà, ça va être ce parti-là. Moi, en bagarre, pour moi, cette année, en bagarre avec l'Argentin, c'était la poussière. C'est ne pas vouloir le dépasser à tout prix dans la poussière et risquer un accident. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres non avidés. Ça peut être les animaux aussi. Des fois, ils traversent la piste quand on arrive, donc il faut faire attention. Bon, ça, c'est plus rare. C'est dromadaire, toujours sur cette... Voilà. Mais je sais que c'est arrivé. Ça vous est arrivé, non? Non, mais c'est arrivé donc, à Adrien en moto. Donc voilà, il faut faire attention à tout ça, quoi. Et vous n'êtes pas seul, c'est toute une équipe, ce fameux Team Giroud, que vous mettez très en avant aussi. Toutes ces images, on peut les voir sur votre page Facebook, où on peut vous suivre vraiment presque heure par heure aussi. Donc c'est ici aussi qu'on voit que c'est un engagement d'équipe, mais c'est un engagement qui est très long et qui se prépare aussi pendant 1 an. Oui, tout à fait. Moi, c'est 1 an de préparation, que ce soit préparation physique notamment, que ce soit chercher les partenaires.
Donc c'est un an qu'on prépare ça. Et puis derrière, il y a une équipe. Là, en l'occurrence, moi, mon équipe, c'est 5 personnes qui m'accompagnent. On avait en plus un motard et son mécano, donc c'était des personnes en plus, mais vraiment qui me sont dédiées, ces 5 personnes. Le chemin est justement, on parlait de la 2e place, mais quand j'en parle, le chemin est beau. Je suis parti la première fois, j'étais tout seul, avec très peu d'affaires, même de rechange, pour rien vous cacher. Donc on a quand même fait un sacré chemin et c'est vrai que c'est aujourd'hui pour aller chercher la victoire, sans eux, c'est pas possible, quoi. Seul et en dormant très peu aussi, ça on le dit pas souvent. Voilà, ça c'est aussi ce qui est compliqué. Maintenant, j'arrive à plus dormir, mais on fait, on passe 13 heures, entre 10 et 13 heures sur la machine cette année, c'est pour mon cas, quoi. 10 et 13 heures sur la machine. En fonction des journées, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une condition physique. Vous êtes au régime pendant un an et vous recommencez l'année suivante, c'est ça? Voilà, on a 15 jours, 3 semaines on va dire 15 jours, 3 semaines de repos. Et puis là, on va rattaquer dans 15 jours, une semaine, dans 15 jours, 3 semaines, on va rattaquer la préparation. Oui, parce que c'est vrai que ça reste une belle aventure. Vous n'êtes pas tout seul, encore une fois. Vous la partagez avec donc toutes ces personnes ici. Par contre, le reste de l'année, la préparation, elle se fait seule? Principalement, oui. Des fois, Aurélien me croise ou pas, mais c'est vrai qu'on a le même préparateur physique, donc c'est principalement seul ou avec mon préparateur ou notre préparateur physique plutôt. Et après, je peux avoir quelques personnes qui m'accompagnent, mais c'est souvent seul, pour rien vous cacher. Un diététicien toujours aussi, qui s'appelle Giroud aussi. Voilà. On aime bien le nom, donc on essaye de conserver tout ça. Donc c'est pas la même famille, c'est Romain Giroud, oui. Le frère d'Olivier, donc qui me suit. J'ai aussi une préparatrice cérébrale aussi, parce que dans tout sport, même hors sport, c'est compliqué. Vous jouez aux échecs? Mais par contre, je pense que ça, il faut vraiment être mentalement très fort, à mon avis. Ah! On va essayer peut-être de briser quelques idées. On va en savoir un peu plus. On revoit quand même les images du trophée de l'année dernière. Celle-ci, elle est déjà dans votre tête pour l'année prochaine. Le podium final. Oui, disons que comme à chaque fois, ça va dépendre des partenaires, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on espère y être et pour défendre de nouveau un titre et montrer qu'il faut compter sur nous, quoi. Bon, 3 titres et puis vous voyez pas la fin de toute façon. Vous êtes en pleine forme, vous performez aussi. Voilà, tant qu'on peut. C'est vrai qu'il y en a toujours qui disent la course de trop. Moi, je dis tant qu'on peut se faire plaisir. Aujourd'hui, je dois rien à personne à part à mes partenaires et à ma famille qui me suit, mes amis. Tant que je me fais plaisir, tant que je procure du plaisir aux gens qui sont autour de moi, pourquoi s'arrêter? On parle beaucoup de plaisir. Pour finir, c'est vrai que c'est une épreuve qui a aussi été marquée par un drame lors de la 2e étape, la chute mortelle d'un motard espagnol, Carles Falcón, c'est ça, qui avait 45 ans, qui faisait la course sans assistance, qui a chuté. Ça resitue aussi le fait que vous prenez beaucoup des risques et vous mettez votre vie en danger. Tout à fait, c'est vrai que c'est le Dakar, comme je le dis, malheureusement en moyenne c'est un mort par an, c'est pas une course qui est anodine, c'est la course la plus dure au monde, c'est par les kilomètres, mais par les risques qu'on prend, on le sait. C'est pour ça qu'il faut être bien préparé, qu'il faut essayer de rouler le plus vite mais le plus intelligemment possible. Après, c'est vrai que j'avais un collègue en moto que ça a choqué, ça nous a tous choqués, on est humains, mais je lui ai dit, voilà, t'as compris ce qu'était le Dakar. Je me souviens lui avoir dit ça parce que c'est que nous, il faut repartir derrière. C'est ce qui est le plus dur aussi quand on apprend ça le soir d'un briefing. Il faut remonter sur sa moto et continuer. Mais voilà, c'est ce qui fait le Dakar aussi. C'est les joies, mais aussi les malheurs qui se passent. Et moins il y a de malheurs, mieux c'est pour tout le monde, mais ça existe. Bien sûr. Allez, faites attention à vous aussi. Le Dakar, Aurélien? Non. Je le tanne, je vais y arriver. Je suis déjà perdu pour venir à Grenoble sur votre plateau, donc Dakar. Par les temps qui courent, c'est difficile de conduire parfois. C'est pas forcément des rallyes qui nous présentent les plus grosses difficultés quand on est sur la route. N'est-ce pas, Cléo? Je crois que vous aimez bien conduire. Oui, j'aime bien, mais pas professionnellement. Pas professionnellement. Mais à regarder aussi les courses de F1, ça c'était. Vous aimiez bien, jeune, petite? avec mon père, je regardais. Eh ben, allez. Voilà, les univers se rencontrent, bien sûr. Bon, écoutez bien parce qu'on va parler des échecs et si ça se trouve, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Et une première question pour Frédéric. Vous connaissez des athlètes de haut niveau qui se préparent mentalement avec les échecs ? Ah mais bien sûr, c'est très important et c'est un point commun peut-être avec le sport automobile, c'est qu'il y a un aspect mental qui est primordial. Surtout pour le très haut niveau. Donc bien sûr,
D'abord, il faut être en forme sur le plan sportif. Et puis, l'accompagnement mental aussi a de l'importance. Oui, enfin, se préparer à gagner des victoires avec un jeu qui s'appelle les échecs. Oui. Ah bon, voilà. Mais pourquoi pas? Alors justement, on va découvrir sport ou pas sport. Alors oui, c'est un sport qui étire les méninges, toujours, par excellence, affilié à la Fédération française des échecs. Il y a 68 000 licenciés en France et c'est un sport qui est vieux comme le monde. Tout à fait. C'est un sport qui date de milliers d'années, hein, puisque ça vient d'Inde, le chaturanga à l'époque. Et du coup, on est très fiers que ça soit reconnu comme un sport. Ça a été un combat, hein, pas toujours évident, mais c'est le cas. Donc, la Fédération française des échecs est fédération délégataire. Et du coup, il y a vraiment un boom du nombre de licenciés. Puisqu'au niveau national, on est à plus de 60 000, vraiment avec une énorme progression. Et c'est votre cas, Cléo. Vous êtes une licenciée encore assez récente? Oui, assez récente, à peu près 2 ans, je crois. Et vous, auparavant, vous ne jouiez pas lorsque vous étiez enfant ou... J'avais eu un premier contact à l'école primaire, en fin d'année, quand on apportait les jeux. Ensuite, j'avais rapidement réappris le mouvement des pièces, mais rien de plus. Et vous avez découvert ce sport, on le rappelle, ce jeu qui est un sport. Le sport est souvent un jeu, de toute façon aussi, il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs. Un jeu de 64 cases, vous avez 16 pièces chacune, vous devez prendre les pièces de l'adversaire en déplaçant les vôtres. Mais à quel moment, Frédéric, ça devient une compétition? Alors, ça devient une compétition parce que c'est d'abord l'affrontement de deux personnes, hein, de deux personnalités. Du coup, il y a une pratique de loisir, évidemment, et puis nous, on prône et on développe là, tout ce qui est partie compétition. Du coup, c'est vrai que l'aspect compétition est très important. Ce qui va différencier finalement la pratique loisir de la compétition, c'est l'usage de la pendule que l'on voit là à l'écran. Qui sert à quoi? S'il faut être le plus rapide? Non, qui sert justement à ce que chacun soit dans les mêmes conditions de jeu, évidemment, et le même temps de réflexion. Donc, il y a plusieurs styles de jeu, donc des cadences plus longues, des tournois qui peuvent durer, une partie peut durer 4 heures, et puis vous avez des formules plus spectaculaires avec des cadences plus rapides, 20 minutes, et puis ce qu'on appelle le blitz en 5 minutes, voire 3 minutes. D'accord. Oh, 3 minutes. Oui, pour toute une partie. Ah, c'est une partie flash alors. Ah bah complètement. Et parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être meilleur que l'autre? En fait, il faut de l'entraînement, du perfectionnement. Oui, comme tout sport, en fait, il faut de l'entraînement, il faut de la ténacité, de la préparation aussi. Donc, l'ordinateur nous aide beaucoup, puisqu'on va se préparer sur les ouvertures, les bases de données. Et puis après la partie, on va analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc tout ce qui est préparation, jeu sur Internet, ça a pris de plus en plus d'importance. Et puis ça permet justement d'améliorer. Donc il y a eu vraiment une progression du niveau de jeu, de la qualité et de la préparation. Ça, vous sentez que vous progressez, Cléo, depuis que vous avez commencé? On peut mesurer cette progression lorsqu'on commence à jouer? Oui, ça se voit vraiment, encore plus quand on commence, puisqu'on a une marge de progression qui est vraiment énorme. Après, il y a des paliers, mais je pense que ça, c'est dans toutes les disciplines. On a toujours au début peut-être quelque chose d'assez exponentiel, puis ensuite qui ralentit. Et puis après, il y a un entraînement particulier à avoir en fonction de son niveau aussi. Et plus on progresse, et plus c'est un plaisir après, et plus on va aller plus loin toujours. On voit la beauté vraiment du jeu, je trouve, quand on progresse. Aujourd'hui, avec les élèves qui commencent, j'ai du mal peut-être à leur montrer la beauté de certaines choses, et c'est peut-être un petit peu compliqué de se passionner au début, parce que c'est beaucoup de choses en boucle. On ne comprend pas forcément pourquoi on fait telle ou telle chose. Parce qu'il faut beaucoup de patience aussi, il faut de la persévérance, on pense qu'on peut pas, on veut pas faire l'effort, et finalement ça vient naturellement, ça? C'est un entraînement qui est vraiment dur. Après, comme pour toute discipline, je pense, mais c'est frustrant. Ce qu'on apprend à l'Échiquier grenoblois, donc c'est un club qui est plutôt ancien, hein, qui date de 1962. Oui, tout à fait. 60 ans d'existence. 60 ans, c'est plus ça. de Bientôt près de 64. 400 licenciés. Voilà, moyenne d'âge des licenciés 11 ans. Pardon? Moyenne d'âge 11 ans, oui, 11 oui, tout à fait. Donc c'est très jeune. Ah oui. Oui, puisqu'on peut commencer à 5 ans. Et puis, on a Il y a une école d'échecs. Une école d'échecs qui est assez importante, qui marche bien. D'ailleurs, on refuse parfois du monde parce que c'est vraiment en plein boom. Et Surtout depuis la crise sanitaire, hein, c'est ça? exactement. Beaucoup ont joué. Oui, du fait du confinement, beaucoup ont repris, sont revenus sur les jeux d'intérieur. Et puis, il y a une série aussi sur Netflix, Le jeu de la dame, qui a cartonné.
et qui a apporté beaucoup de nouveaux joueurs. C'est connu, ça? Oui, d'accord. D'accord. Et qui, alors, c'est reconnu pour les enfants, notamment les vertus des échecs sont reconnues pour les enfants. Concentration, réflexion, hein, et c'est même enseigné à l'école. Hein. Il y a un programme qui s'appelle Classe Échec et qui vise à apprendre. C'est véritablement un outil de lutte contre l'échec scolaire, en fait, les échecs. Oui, parce qu'il y a des études sérieuses qui prouvent que, par exemple, des élèves qui sont en difficulté scolaire reprennent confiance et puis du coup font des apprentissages sans s'en rendre compte. Ça veut dire on met tout le monde pareil, tout le monde apprend. On met tout le monde pareil parce que, bon, de toute façon, il n'y a pas de classe sociale, tout le monde est au même niveau. Donc ça, c'est un niveau. Et puis en plus, c'est une discipline qui est intergénérationnelle. Donc ça, c'est très important. Donc tout au même niveau, et on s'est aperçu, il y a des études sérieuses qui montrent qu'au niveau mathématique aussi, il y a eu tout de suite une influence, également sur le niveau de concentration à l'école, sur le fait que du coup les enseignants ont des classes qui sont plus calmes. Donc voilà, donc beaucoup de vertus qui sont démontrées par des études qu'on peut voir sur le site de la fédération notamment. Alors on se demande, on dit tout le monde est pareil. Voilà, ils partent tous d'un point de départ. Est-ce qu'il faut être intelligent pour jouer aux échecs? Ah, alors ça, c'est Ou est-ce qu'on peut le devenir? Disons que ça ne fait pas de mal de jouer aux échecs, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas vraiment un lien entre le QI et puis le niveau aux échecs. Donc, c'est pas démontré. Hein. On peut être littéraire et bien jouer aux échecs, et scientifique et pas très bien marcher aux échecs. Donc, mais par contre... il y a au niveau cognition notamment, on sait que là il y a aussi des études qui montrent les bienfaits du jeu d'échecs. Donc la concentration, l'analyse, le fait de développer un plan, de trouver une stratégie, et puis ensuite de l'appliquer, ce qu'on appelle la tactique. Et ça va nous suivre tout le long, que ce soit à l'école ou dans le domaine professionnel aussi. Et c'est vrai que la pratique permet aussi de développer ses aptitudes avec le temps. Cléo, ça c'est quelque chose qui vous a intéressé justement. Il faut énormément de patience et il faut y croire aussi. Ce que vous évoquez à l'instant, normalement ça fatigue. On se dit, voilà, quand on ne connaît pas un plan, il faut y aller, stratégie. Si on peut se dire, c'est pas pour moi. Ça n'a pas été un frein pour vous, Cléo? Non, pas du tout. Après, j'aime énormément apprendre et me confronter à la difficulté. Mais je pense qu'on peut toujours trouver une manière d'aborder les échecs qui peut plaire à n'importe qui. Après, les gens n'aiment pas, ça c'est les goûts. Mais je pense que c'est un jeu qui fait encore beaucoup peur, avec peut-être beaucoup d'idées reçues. Effectivement, beaucoup de personnes qui se disent non, je réfléchis pas assez ou je suis pas assez intelligente. Les gens pourraient débattre sur qu'est-ce que l'intelligence, la notion d'intelligence. Je pense que c'est encore beaucoup de questions où on n'a peut-être pas de vérité. Et oui, il y a peut-être des gens qui ont des facilités, mais comme dans tout. Après, peut-être qu'il vous faudra 2 mois pour être très bon, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, mais je pense qu'avec peut-être pas la même quantité de travail en fonction de qui on est, mais avec du travail, on peut arriver quelque part. Oui, c'est pas tout d'avoir de la facilité. Non. Et vous intervenez auprès d'un public spécifique aussi, auprès de personnes autistes? Entre autres. Avec cette pratique? C'est ça. Et comment est-ce que vous intervenez? Eh bien, dans l'association À Fleur de Peau, qui est une association grenobloise, qui s'occupe pas que des enfants, mais moi, mon public, ce sont des enfants. Ça peut être de l'autisme, mais aussi des TDAH, donc troubles hyperactifs, etc. De l'attention, du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai que choses. Et vous voyez des effets aussi, c'est-à-dire déjà la notion de confiance? Alors, j'interviens depuis très peu de temps, donc je ne peux pas encore noter quelconques effets. Par contre, on pourrait peut-être avoir l'idée reçue comme quoi il serait très intéressés tout de suite. Et en fait, c'est comme tout le monde. J'en ai qui sont très intéressés, très passionnés. D'autres pour qui ça n'a pas accroché. Voilà, on a de tout profil chez tout le monde. Et la compétition, alors, puisque on peut la pratiquer au sein du club. Il y a des interclubs aussi. Là, je crois qu'on est au club de Sassenage aussi. Il y a plusieurs clubs dans cette région. Vous organisez le trophée Jean Marandjian du 22 au 27 avril prochain. Il y a tout type de compétition, open, on peut vraiment trouver chaque compétition à son pied. Il y en a pour tous les goûts et toute forme, toute cadence en fait. Donc un championnat de club évidemment, des compétitions par équipe, parce que même si c'est un sport individuel,
On joue aussi par équipe, par 8 échiquiers, 4 échiquiers, et puis surtout des formules rapides aussi, ce qu'on appelle les tournois blitz ou les semi-rapides. Donc ça, on organise beaucoup de tournois, donc vraiment tout le monde peut trouver son plaisir et sa formule, parce que vous avez des joueurs qui vont être plus attirés par le jeu long, et puis d'autres qui, notamment les jeunes aussi, par ce qu'on appelle les tournois blitz ou les semi-rapides. Donc ça ne dure pas trop longtemps. Qu'est-ce que vous préférez, Cléo? Plutôt les longues et les rapides. Mais de temps en temps, on a envie de pas réfléchir et d'envoyer les pièces. Donc on fait du blitz et ça va. Et ce qui vous plaît le plus dans cette discipline, dans ce jeu? J'ai jamais su répondre à cette question. On me l'a posée beaucoup de fois. J'aime réfléchir, j'aime apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est une confrontation d'idées, c'est du calcul, c'est de la confection, la création de plans, je vais y arriver. Qu'on c'est beau. retrouve Et un c'est petit beau, peu partout surtout. dans la vie. Et il y a aussi des beaux, ça c'est un jeu classique que vous nous avez apporté. Oui. Il y a des jeux parfois un petit peu fantaisistes aussi. C'est vrai que c'est toujours très joli. Je ne sais pas si vous les collectionnez peut-être. Oui, il y a des collectionneurs, et d'ailleurs on peut dire que le jeu d'échecs c'est aussi un art quelque part, puisque on a par exemple monté une exposition de peinture sur le jeu d'échecs, parce que dès que vous allez dans un musée, souvent, il y a un jeu d'échecs quelque part où il y a une symbolique qui est très forte aussi. Donc il y a aussi cette dimension artistique en fait. Et pour finir, on salue aussi votre engagement, parce que je crois que vous avez un engagement au niveau fédéral et qu'à l'Échiquier grenoblois, il y a beaucoup de bénévoles qui s'investissent au niveau fédéral. Exactement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas pour vous, vous êtes membre de la commission de contrôle et de gestion. C'est-à-dire c'est vous qui surveillez de près les comptes, qui donnez des sanctions, qui retirez des points. Comme pour le foot, évidemment, on a ce rôle-là. Et puis on est aussi, donc on a l'ancienne présidente du club de Grenoble, qui est impliquée dans tout ce qui est mixité, commission mixité aussi, parce que c'est un grand combat. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a plus d'hommes que de femmes, c'est 80% d'hommes que de femmes, oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un axe important pour nous. C'est pour ça que je suis venu avec Cléo, pour faire voir que ce n'est pas qu'un milieu masculin, et c'est vraiment un axe de progression importante, parce que dans les petites catégories, à l'école, il y a beaucoup de filles. On les perd un petit peu après, un peu plus tard. Ouais. Ah. Allez les filles, et vous les garçons, vous allez vous y mettre? Vous y mettez, vous savez jouer aux échecs? J'ai entendu qu'il ne fallait pas avoir un grand QI, donc je vais peut-être essayer. Je me sens rassuré. On se retrouve l'année prochaine avec un jeu d'échecs et puis peut-être des nouveaux trophées, bien sûr. Allez, on a encore un petit peu de temps pour les bons plans. Un resto, alors il faut se surveiller, Aurélien, et on peut aussi se faire plaisir, aller au resto du coup. Enfin, s'entretenir, se surveiller et profiter d'un bon resto. Exactement, il ne faut pas le dire à notre préparateur physique. Qui ne nous écoute pas. Voilà. Mais oui, typiquement, le Bianca, c'est vrai que c'est un restaurant que moi j'aime bien aller avec ma femme. Juste à côté des Halles. Exactement, on y mange de très bonnes pizzas. Ah, entre autres, parce que ça a l'air effectivement sympa. La pizza, je crois que votre diététicien, Alexandre, il adore la pizza. Donc, on s'est autorisé, il y a le droit. Voilà. Frédéric, c'est un autiste Asperger, votre coup de cœur. Il s'appelle Franck. Exactement. On l'a découvert il y a peu de temps, et c'est vraiment une personne géniale. D'abord, il a 5000 followers sur les réseaux sociaux. C'est surtout un grand champion de trail et d'ultra trail. Il est très connu dans le Vercors, puisqu'il est connu avec son petit ours Teddy, bien sûr. Sa mascotte. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est un adhérent du club. Voilà. Donc, on l'a connu à Villard-de-Lans. Il va participer, je pense, au tournoi de Villard-de-Lans, au tournoi international qu'on organise chaque année. Et puis également, puisqu'il y a un autre coup de cœur, j'invite toutes les personnes. On va être impliqués dans l'organisation du championnat de France à l'Alpe d'Huez au mois d'août. Donc, plus de 1200 personnes à nouveau. C'était l'année dernière. On revient à l'Alpe d'Huez aussi. Et donc, l'Échiquier grenoblois va jouer un rôle majeur. Donc, c'est ouvert dans toutes les catégories. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, c'est avec plaisir qu'on va les accueillir. Voilà, des amateurs, des pros, tout le monde, des enfants. Tout à fait. Et des adultes. Alexandre, on n'a pas les images, mais c'est un petit resto si vous aimez bien. C'est le Canopy. Le Canopy, c'est Le ça. Canopy, ouais, avec Aurélien, on est bien resto, on ne s'est pas côtoyé. On va se faire taper sur les doigts, mais oui, c'est un resto qui est sur les hauteurs
d'un immeuble du côté le long de la rocade et qui est plutôt sympa et on y mange très bien. C'est ça, c'est à Échirolles. Dans le Vercors aussi, on y mange bien, mais là, c'est interdit. C'est le fromage fondu, la vercouline. Ouais, là, c'est un peu costaud. Là, il faut Voilà. pas exagérer. Là, on va avoir des problèmes. Il faut profiter, hein, ça y est, c'est pas. Vous rentrez pas du Dakar tous les jours aussi, donc on espère que vous pourrez savourer encore au moins ces beaux résultats, ces beaux succès que vous avez connus sur cette édition. Merci bien. Aurélien, voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures, pas pour le Hondros, mais pour tout le reste. Avec plaisir. Et un grand bonjour, un très amical à votre famille. Et merci encore à vous, les chiquiers grenoblois, pour cette belle découverte, Cléo et Frédéric. Et vous, encore merci pour votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.